Bonsoir, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3, dans l'émission Mode d'emploi. Comme tous les derniers vendredis du mois, les féministes révolutionnaires vous parlent de lutte féministe. Les féministes révolutionnaires sont un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleurs et travailleuses. Ce soir, on vous a préparé une émission spéciale 8 mars pour la Journée internationale pour les droits des femmes. Je suis Julia et je vais co-animer cette émission avec mes camarades Camille. Bonsoir. Et Margot. Bonsoir. On a le plaisir de recevoir Elsa de la commission femmes de Solidaires Paris Île-de-France. Bonsoir. Ainsi que Tamara qui est avec nous au téléphone et qui est militante de la grève féministe en Suisse. Et qui va nous... Ah, tu es là, t'es là Tamara ? Oui, tu vas bien et je suis trop contente. Merci à toi pour l'invitation. Super. Et donc nous, ce 8 mars, on sera dans la rue pour une manifestation au départ de Gare du Nord, tout comme le 7 mars au soir au départ d'Opéra, aux côtés des autres collectifs d'Île-de-France de la coordination féministe à laquelle on appartient. Si on est dans la rue le 8 mars, c'est parce qu'on fait la grève et on appelle tout le monde à en faire de même. Mais la grève féministe, c'est quoi ? Dans grève féministe, le mot grève nous renvoie à l'outil de lutte privilégié des travailleuses, le refus du travail. À la différence des salariés qui revendiquent leurs droits auprès d'une entreprise, la grève féministe est l'arrêt large et global du travail quotidien des femmes et minorités de genre qui fait tourner la société patriarcale et capitaliste. La grève féministe, c'est un outil idéal pour mettre en lumière le rôle économique central et essentiel que jouent les femmes et minorités de genre dans le système productif, alors même qu'ils et elles sont moins bien payés, ont des conditions de travail plus pénibles et subissent plus de temps partiel. De ce fait, elle permet à chacune de prendre conscience de son pouvoir. Si on s'arrête aussi le travail reproductif, c'est-à-dire celui qui permet de reproduire la force de travail, à travers le soin, l'éducation des enfants, le travail domestique. Dans cette société, ce sont bien les femmes, minorités de genre et personnes racisées qui s'en chargent, et ce travail est soit invisibilisé et assuré gratuitement dans les foyers, soit mal payé dans les secteurs du soin, de la garde d'enfants ou du ménage. Dans ce sens, la grève féministe remet aussi en question les rapports de genre et de classe, ainsi que les rapports racistes et coloniaux. La grève féministe utilise donc l'arrêt du travail au sens large comme outil pour mettre en lumière le lien entre patriarcat et exploitation économique et pour améliorer notre condition en gagnant des droits économiques et politiques. Mais l'idée de la grève féministe, c'est aussi, en cherchant des alternatives pour le jour J, par exemple, qui va s'occuper des enfants si on se met en grève, de penser d'autres manières de s'organiser collectivement. C'est en somme un outil d'expérimentation d'un nouveau modèle de société qui ne reposerait pas sur l'exploitation d'un groupe de personnes. En bref, la grève féministe, c'est une manière de repenser l'outil de la grève comme moyen de contestation, d'émancipation et de transformation radicale de la société. La grève, c'est un moyen de lutte féministe historique. C'est d'ailleurs une grève des femmes le 8 mars qui a lancé la révolution russe en 1917. Elle a fait son grand retour avec la grève massive organisée en Argentine en 2016 pour dénoncer le féminicide de Lucia Pérez, faisant ainsi le lien entre les violences patriarcales et violences sociales, économiques et territoriales. Enfin, le mouvement de la grève féministe s'est rapidement diffusé partout dans le monde, notamment en Europe. En Espagne, par exemple, avec 5 millions de grévistes en 2018, en Italie, en Belgique et en Suisse, dont on va avoir la chance de parler plus précisément ce soir. Pour vous faire un petit résumé, après une année de préparatifs dans toute la Suisse, de nombreux collectifs et syndicats de tous les cantons ont appelé les Suissesses à ne pas aller travailler ou à ne pas participer aux tâches ménagères le 14 juin 2019, sous le mot d'ordre « plus de temps, plus d'argent et du respect ». Cette date fait directement écho à la grève féministe historique de 1991, qui avait alors mobilisé près d'une Suissesse sur 4 pour pousser à l'application de la loi sur l'égalité homme-femme. Le but, cette fois-ci, c'était de mettre en lumière les différences salariales, d'insister sur la reconnaissance du travail domestique, de dénoncer les violences contre les femmes et plus largement de porter les revendications des collectifs féministes antiracistes et LGBTI. Cette grève a rassemblé 500 000 personnes sur 8 millions d'habitants et représente pour nous un modèle. Et on est donc ravis d'accueillir Tamara, militante de la grève suisse, et Elsa de la commission femmes de Solidaires Paris Île-de-France.
Alors, toi, Tamara, tu fais donc partie des personnes à l'initiative de la grève féministe du 14 juin 2019 en Suisse. Est-ce que tu peux nous parler des débuts du mouvement, s'il te plaît? Comment il s'est créé? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour l'introduction qui est trop bien. Et puis, je sais pas, moi, ça fait chaque fois, ça met les frissons, en fait, d'entendre tout ça, parce que c'est énorme comme projet politique et de société qu'on porte en tant que féministe et anticapitaliste, enfin, simplement en tant que révolutionnaire. Juste une petite précision de l'entrée, du coup, pour dire que je n'étais pas moi-même parmi les personnes, en fait, qui ont lancé cette idée en fait de construire une grève féministe en Suisse, mais j'ai participé activement en fait dans la construction de celle-ci. Et comme ça a été aussi rappelé par la camarade tout à l'heure, effectivement, en ce qui concerne le début en fait de ce mouvement en Suisse, il est utile de rappeler que justement la Suisse en fait avait déjà connu une première grève des femmes en date du 14 juin donc 1991. Et c'est vrai que voilà, la revendication principale de ce mouvement-là, c'était que le principe d'égalité qui était inscrit dans la Constitution fédérale 10 ans auparavant, qui se matérialise enfin. Et du coup, c'est vrai que si certains acquis sociaux, par la suite de cette première grève des femmes en Suisse, avaient été obtenus, comme le congé maternité ou le droit légal à l'avortement, ou encore la révision justement de la loi sur l'égalité interdisant toute forme de discrimination sexiste dans la sphère professionnelle, au niveau salarial, tout ça, ça a été obtenu en fait dans la décennie au final qui a suivi cette première grève des femmes en Suisse. Évidemment, la vraie égalité, l'égalité matérielle et réelle, elle reste toujours à conquérir comme partout dans le monde. Et du coup, c'est un peu en lien avec ça que le mouvement de 2019 qu'on a construit, il s'est fait surtout grâce aussi à ces liens qui étaient maintenus avec ces féministes en fait, qui à l'époque avaient construit et porté cette première grève des femmes en Suisse. Et c'est vrai que plus particulièrement en fait cette idée de la grève féministe en 2019, qui se faisait du coup 28 ans après cette première grève, elle était surtout portée par les syndicalistes féministes en fait. Et c'était dans une instance qu'on appelle donc Congrès Femmes de l'ESS. Et puis l'ESS, en fait, c'est l'Union syndicale suisse. C'est la principale centrale syndicale suisse. En Suisse, on n'en a que deux centrales syndicales. Une qui s'appelle donc l'Union syndicale suisse, voilà, plutôt d'origine socialiste, communiste, rouge, on va dire. Il y a une autre, Travail suisse, plutôt d'origine chrétienne. Du coup, en fait, dans cette instance-là, il y a un congrès donc, qui réunit toutes les commissions femmes de toutes les organisations syndicales qui font partie de cette fêtière, l'Union syndicale suisse. En gros, ce congrès s'est réuni tous les 4 ans. Et puis, en fait, c'était une occasion, en fait, quand il y avait ce congrès, en fait, en janvier 2018, que ces féministes syndicalistes déposent, en fait, une résolution sur la volonté de construire, en fait, une grève féministe. Et c'est là que cette résolution a été votée, qu'elle a été adoptée. D'ailleurs, cette idée aussi ne vient pas de nulle part, comme vous l'avez aussi dit, c'est clairement en lien avec la vague internationale et internationaliste des mobilisations féministes qu'on a justement vu en Argentine, au Chili, au Mexique, en Italie, partout. Et c'est sûr que les camarades suisses, en fait, ont saisi l'expérience internationale comme aussi un horizon de lutte pour la Suisse. Après, c'est vrai que d'autre part, et puis plus en lien aussi avec l'actualité politique locale, il faut aussi dire qu'à l'origine du mouvement, en fait, il y avait aussi une bataille contre un projet parlementaire de réforme en fait, des retraites défendu par la droite, y compris la gauche institutionnelle, donc le Parti socialiste suisse, et y compris, on va en rire, mais l'Union syndicale suisse. Donc en gros, il y avait un projet de réforme qui prévoyait l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Donc en Suisse, les hommes travaillent jusqu'à 65 ans, les femmes jusqu'à 64, donc c'est toujours le cas aujourd'hui, mais ça fait des années, des décennies qu'on subit constamment des attaques, donc c'est un acquis mais très fragile. Et du coup, en fait, il y avait ce projet-là fin 2017 qui a été porté par la droite, par la gauche, et y compris les syndicats. Donc vous imaginez bien de même des fois lutter au sein de son propre syndicat ou même parti de gauche, socialiste, écologiste, qui étaient d'accord pour cette réforme. Et au final, cette bataille, elle a été menée et gagnée par un front justement composé de syndicalistes féministes dissidentes à leur syndicat, à leur parti, voilà, et puis portées aussi par des camarades d'organisations de gauche radicale, d'associations diverses. Donc voilà, il y a un peu tout ça qui a fait qu'en fait, au final, voilà, en fait, suite à cette raison un peu construite autour de cette réforme des retraites, on gagne ça. 2018, on maintient le réseau avec les anciens féministes qui ont porté la première grève. Il y a cette idée, cette occasion de ce congrès femmes à l'Union syndicale suisse, voté, adopté. Et puis voilà. Et en gros,
je ne vais pas non plus trop monopoliser la parole, mais c'est sûr que, et on le sait tous, il ne suffit pas juste de voter en fait une résolution ou l'adopter au sein d'un congrès, au sein d'une instance. Une chose, c'est de la voter. Évidemment, on est tout autre de la mettre en pratique. D'accord, donc merci pour ta réponse. Et on était curieuse de savoir combien de temps avez-vous mis à construire la grève en Suisse et concrètement, qu'est-ce que ça implique? Justement, c'est vrai que nous, on a pris une année et demie, si vous voulez. Donc, il y avait ces congrès, comme je disais, donc c'était janvier, début de l'année, 2018, quoi. Et en fait, il y avait l'idée, c'est de la faire en 2019, parce que pour faire justement l'écho avec 30 ans depuis l'inscription de ce principe d'égalité dans la Constitution fédérale en Suisse, etc. Et on se disait un peu, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'a fait le 8 mars 2019 ou bien le 14 juin 2019. Rien que ça, c'était pas évident. À la fois, il y avait toute une partie des militantes qui prenaient le 8 mars, parce qu'évidemment, c'est une mobilisation forte, internationale, qui nous met clairement en lien direct avec les camarades du monde entier qui luttent. Et d'autres disaient, 14 juin, c'est quand même une date suisse, elle est importante, elle a tout au symbolique. Et c'est vrai qu'au final, il fera beau, et puis en fait, on aura plus de temps pour construire. Et on s'était dit, comme en plus, vous en doutez bien, que la Suisse n'est pas vraiment un monstre pays de grève, parce que c'est compliqué en fait. Il y a droit de grève évidemment dans la Constitution, mais on a un partenariat social très fort entre les syndicats dominants et les organisations patronales qui signent des conventions collectives qui interdisent la grève. Et du coup, c'est sûr que organiser une grève n'est pas évident. Et c'est sûr que donc nous on a pris au gros ça a été voté début 2018, mais tout a commencé seulement en été 2018. C'est là qu'en fait on a tout commencé. Et du coup, il faut aussi le dire qu'en fait au début quand ça a été voté, personne n'y croyait vraiment. Ça allait être encore une mobilisation des femmes. Alors je sais pas comment ça se passe chez vous en France, mais c'est vrai qu'ici ça a été beaucoup ridiculisé, y compris dans le milieu syndical. Et au final, la réalité, c'est que c'était tout le contraire. Je crois que personne, en fait, à l'époque, en 2018, ne songeait, en fait, qu'un véritable mouvement de masse, qu'un mouvement social était né. Et que la Suisse, en fait, l'a jamais connu dans son histoire contemporaine, parce que c'est pas un pays qui connaît vraiment des mobilisations aussi combatives telles qu'on peut les voir en France. C'est vraiment très rare. Et du coup, on a mis une année environ. On a commencé par la rédaction de nos revendications, d'un texte de base qu'on a appelé Manifeste, qui était très important. Mais en fait, si vous voulez, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les féministes syndicalistes, les réseaux qu'on avait entre nous, on a juste créé en fait un événement Facebook en appelant en fait ce qu'on appelait nous les assises féministes vers une grève féministe, point d'interrogation. Et on s'était dit, on verra qui va se pointer à cette réunion et puis est-ce qu'on est vraiment d'accord ou pas en fait de convoquer cette grève, de l'appeler, de l'organiser. Et à cette première réunion, il y avait 1200 personnes de tous les coins de la Suisse qui sont venues. C'était absolument énorme à notre échelle, où on n'a pas non plus vraiment des mouvements ou courants féministes enracinés comme c'est le cas chez vous, ou en Italie ou ailleurs. En Suisse, vraiment, c'est très rare. Personne ne se disait même féministe. Et encore moins anticapitaliste. Hein. Et c'est le cas aussi aujourd'hui, mais disons que ça change quand même. Donc on avait lancé cette première réunion, 1200 personnes qui sont là, et à partir de là, donc il y avait les personnes de tous les coins de la Suisse, on s'est dit, OK, alors d'ici 2 mois, réunissons-nous, essayons d'organiser ces manifestes, autour de quoi on va bosser, quels sont les thèmes qu'on a envie de mobiliser, quels sont les points en fait de ce manifeste, c'est quoi nos revendications, et à partir de là, d'ici là, essayons de construire les réseaux à l'échelle locale, construisons en fait les collectifs à notre échelle, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors ici à Lausanne, où il y avait cette première réunion, ces assises féministes, là c'était plutôt simple parce qu'il y avait tous ces noyaux déjà assez impliqués. Et en fait déjà en juillet 2018, on a appelé une réunion, on était énormément. Et en fait on a commencé à se dire ok, en gros nous on est prêts à porter cette grève féministe, on va rédiger ce manifeste, commençons à... on a créé une adresse email, une page Facebook. Ok, on s'est réunis quoi? Tous les mois, d'accord. Tous lesquels 2 mois? Qui peut venir et quoi? Ok. Et puis c'était un peu comme ça en fait. Vraiment se dire, ok, gentiment, on commence. Et en fait, c'est d'une réunion à l'autre que tout ça s'est développé. Au début, c'est sûr que c'était quand même pas mal des femmes politisées, sensibilisées, qui sont déjà convaincues, quoi.
je peux pas dire que forcément c'était des travailleuses et tout ça de la première ligne, non. Mais par la suite, oui, c'était devenu beaucoup plus hétérogène et on avait vraiment des collectifs très hétérogènes. Mais en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis la rédaction de manifeste, c'était quelque chose de très important parce que c'est ça notre texte de base, c'est ce qui a été constitutif. Et en fait, s'il n'y en a pas des revendications, sur quoi en fait après on travaille? Donc ça, c'était très important de le construire dès le départ et se dire bon, comment on fait, c'est quoi le point important pour nous. Et au début, on était parti 14 points pour 14 points, 14 raisons pour faire grève, en lien avec 14 juin. Au final, on n'a pas réussi à se tenir à 14, donc on en a fait 19. Enfin bref, peu importe. De toute façon, il y avait 1001 raisons de faire grève en Suisse et partout dans le monde. Et voilà, il y avait plein de points. Je ne vais pas forcément les énumérer parce que vous les avez déjà très bien résumés à l'introduction. Et l'idée, c'était de dire, venez rédiger avec nous ces points. Et ensuite, on les a traduits parce qu'en Suisse, en plus, on a cette problématique qu'on parle 3 langues, donc il fallait les traduire en 3 langues, mais aussi en d'autres langues étrangères pour permettre justement la construction des collectifs. Et puis, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Gentiment, chaque ville, chaque canton avait son propre collectif cantonal qui travaillait sur ces revendications, qui faisait des tables rondes, des conférences, des flyers, des événements. Il y avait des groupes de travail thématiques. Et puis, ce qui nous permettait en fait d'avoir un lien, et ce qui est très important, c'est une coordination féministe. On avait une coordination, on l'a toujours, féministe romande, donc francophone, pour la partie francophone de la Suisse. Et puis, plus tard, s'est mis en place aussi la coordination alémanique. Puis après, il y avait aussi une coordination suisse-italienne. Donc, ce qui nous permet de coordonner nos activités. Typiquement, là, on prépare le 8 mars, de recenser toutes les activités 8 mars pour la Suisse francophone, avoir un même mot d'ordre. Et puis, par la suite, ils ont créé aussi des assises nationales parce que c'est important aussi de valider ce manifeste, etc. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Merci. Et justement, le fait de se rassembler autour de l'organisation de la grève, c'est ce qui permet d'échanger, de partager des réflexions et de faire émerger des revendications communes. Et on voulait savoir comment ça s'était passé pour vous, qu'est-ce qui avait émergé? Exactement. Ouais. En fait, ce qui est important vraiment de dire de l'emblée, c'est qu'en fait, on était réunis ensemble avec plein de personnes, plein de femmes et personnes non binaires, non pas pour construire en fait une journée symbole, non pas pour... alors oui, c'était vers la grève féministe du 14 juin, mais la finalité de notre mouvement ne réside pas du tout dans cette journée symbole. Parce que nous, on portait, il s'agissait, comme je disais aussi au début, c'était vraiment un vrai projet de société politique. Et puis c'est vrai que dans un des pays les plus riches au monde, où la vraiment grande majorité de la population se disait ni féministe et encore moins anticapitaliste, notre mouvement d'emblée s'est déclaré en fait comme anticapitaliste. On a dit nous en fait on est contre les profits, ce qui est au centre, ce qui doit être au centre, c'est la vie et non pas les profits. Et évidemment, il faut aussi le dire que c'est pas ce qui nous a non plus épargné des critiques. Évidemment, dans la presse, partout on disait ah ouais, c'est quoi ces féministes? Elles luttent pour l'inclusivité, mais au final, elles ne sont pas si inclusives que ça parce qu'elles sont clairement de gauche. Donc, attention, on exclut les femmes de droite, ou bien on est même contre les hommes. Donc voilà. Et puis après, il y avait aussi d'autres attaques. Votre grève, elle n'est pas licite, elle n'est pas légale, c'est de n'importe quoi ce que vous faites, etc. Donc, c'était pas non plus facile pour nous, en fait, de répondre à ça, mais à chaque fois, on a su répondre et rester solide. Après, c'est sûr que, oui, on était pour une grève, on était anticapitaliste, et puis, en fait, non, on n'était pas pour les féministes de droite, même ça veut dire quoi, en fait, être une féministe de droite ou libérale. Je dis pas qu'il y en a pas, mais disons qu'elles sont vite disparues, on va dire, de nos rangs. Et après, pour répondre précisément à la question sur tous ces processus de réflexion, c'est vrai que la rédaction de notre texte de base, donc qui se manifeste, auquel on se réfère d'ailleurs encore aujourd'hui, il a été clairement rédigé collectivement lors d'une journée en Suisse romande en été 2018 à Lausanne, avec le but justement pour déconstruire ces collectifs locaux dans chaque canton, dans chaque ville, sur la base justement de ces revendications. Et en fait, comme je disais, en fait, au final, les raisons de faire grève en 2019 pour nous étaient diverses et multiples, parce qu'en fait, pour nous, ce qu'on disait, on ne peut pas avoir une ou deux revendications. C'est impossible, en fait. Alors, il y a toujours des initiatives pour égalité salariale ou plus des crèches, des garderies, etc. Mais en fait, c'était important de réunir tout ça et surtout d'illustrer et répéter que chaque parcours de vie, en fait, est unique
et il est au croisement des différentes oppressions, exploitations et discriminations. D'où en fait aussi ces caractères larges et divers des revendications de manifeste, parce qu'en fait elles touchent à différentes sphères de vie. On a proposé des revendications évidemment aussi pour l'égalité salariale et le lieu de travail, mais aussi on s'est questionné, c'est quoi l'école? Aujourd'hui, c'est quand même un lieu où se reproduisent des inégalités. Quand on parle des assurances sociales, au final, ces assurances sociales, le chômage ou autres, sont quand même construites sur un modèle très sexiste et patriarcal qui ne tiennent pas compte en fait des parcours des femmes, des inégalités. On a parlé aussi beaucoup de la migration, de la violence. Il y avait vraiment plein de thèmes, en fait, le corps, libération sexuelle, vraiment, il y avait besoin que ce soit quelque chose de très large et divers pour que plein de gens puissent s'identifier. Et en fait, ce qui a été vraiment décisif pour créer le mouvement large, c'était vraiment cette volonté de se baser en fait sur cette multitude de revendications, mais aussi de petits collectifs à l'échelle locale. Et en fait, ils étaient construits parfois même par quartier, des fois même par école, par lieu de travail, ou même des fois par certains thèmes, comme autour de la culture, migration, autour de la maternité, ou le port de foulard. À Genève, par exemple, on a un collectif qui s'appelle les foulards violets, qui représente les femmes portant ou pas un foulard. Donc, c'était vraiment c'était une explosion de thèmes, c'était incroyable. Et en fait, cette méthode aussi permet de construire une pratique féministe qui est proche des gens, qui réfléchissent collectivement aux enjeux au final qui les concernent. Et en fait, ensemble, on élabore des revendications, les moyens pour nous visibiliser. Donc, c'est sûr qu'après, on en parlera peut-être plus tard aussi dans l'émission sur le caractère réel d'une vraie grève économique ou pas, arrêt de travail, arrêt de production. C'est sûr que ce jour-là, le nombre de participantes qui ont mené cette vraie grève, entre guillemets, au sens propre de terme, peut-être n'était pas aussi massif que le nombre de personnes qui s'est mobilisées tout le long de l'année et surtout le jour Ige à la grève. Mais les revendications exprimées sont clairement et réellement ancrées et portées en fait à bout de bras par les participantes, et c'est vraiment des revendications de base. C'est ça qui est le plus important pour la réussite d'un mouvement. Et une autre stratégie, mais dont on peut pas être critique, je ne sais pas forcément ce que vous en pensez vous, nous ce qu'on avait dit, donc on avait ce manifeste sur les 19 revendications, pourquoi faire une grève féministe en Suisse, nous on disait d'emblée, voilà, si vous vous reconnaissez dans une, deux ou toutes les revendications, vous êtes les bienvenus. En gros, même si un point vous semble important, venez. Alors c'est sûr que c'est une stratégie qui permet de rassembler énormément, qui permet de faire venir plein de personnes. Mais en vrai, disons que moi-même en tant que militante anticapitaliste, société pour laquelle je prends, c'est qu'en fait tout le monde se reconnaît dans toutes ces revendications. Et on ne peut pas être, pour moi, dans la grève féministe si on prend uniquement une égalité salariale qui évidemment est très importante. Loin de là, je dis juste qu'en fait elle est pour subversive, elle est pour voilà. Et c'est sûr que pour moi en fait, de même qu'on va lutter pour une égalité salariale, en fait il faut qu'on lutte aussi contre les violences faites aux personnes issues de l'immigration. Il faut qu'on lutte aussi contre la police. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait cette stratégie. Si vous vous reconnaissez dans un point, vous êtes les bienvenus, et tant mieux, bien sûr. Mais disons que pour moi, si on veut vraiment un réel projet féministe révolutionnaire, en fait, il faut porter toutes ces revendications. Il n'y a pas de hiérarchisation, tout est important. Mais après, ce qui nous permet, ça c'était très bien pour construire un mouvement. Et ce que je vous espère que je vous souhaite tout ça en France, que vous puissiez construire un mouvement unitaire, large, parce que je sais que c'est pas évident entre les différentes organisations politiques, syndicales, associatives, entre différents courants. Je sais très bien comment ça se passe en France. Chez nous, peut-être le fait que ça n'a jamais non plus existé vraiment dans telle ampleur, c'est ça qui a permis en fait un consensus et que les gens se réunissent un peu autour d'une idée, portée nouvelle, complètement nouvelle, voilà. Mais disons que maintenant, par la suite, notre mouvement existe toujours. Chaque fois, on se mobilise, le 8 mars, le 25 novembre, le 14 juin. Ce qui est compliqué maintenant, c'est une fois quand on l'a consolidé, c'est de dire, bon, maintenant on a 19 revendications ou d'autres, mais maintenant on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on obtient? On se bat contre qui? Contre l'État? Contre son mari? Voilà, on en est un peu dans une problématique de se dire, tout est important. On apprenait que tout est important, qu'il n'y a pas d'une revendication plus importante qu'une autre. Mais comment on choisit au final pour que personne se trouve offensé? Ça, c'est un peu les réflexions dans lesquelles on est actuellement. Merci beaucoup. On va faire une pause musicale et on vous retrouve juste après pour continuer à parler de la grève féministe. Un chef reste un chef, mort ou vif. Un chef reste un chef, vif ou dead. Un chef reste un chef, hey, hey. Un chef reste un chef.
J'ai plein de fils dans le rap game, j'ai fait des dons d'ovules. Le rap c'est ma passion, rien à foutre de toutes ces tues. Oreille qui entend, bouche qui trahit. Quel âge as-tu sans les chiffres? J'écris mes textes sur des balles pour produire des tueries. Orgueil et humilité sont la guerre, la paix du monde reste utopique. Mon rap ne fait qu'à sa tête, c'est une sacrée mule. Ouais, mort ou vivant, leader reste chef milliard, n'y rend pas dans ton corbillard. On a beau me dire que l'amour rend aveugle, moi je dirais toujours que l'amour aveugle est le véritable. On se laisse guider par les yeux de la maman, a le paradis sous les pieds, qu'elle me marche dessus. Une fois n'est pas coutume, mais je suis devenu votre habitude. Nothing can break me down, je m'installe comme Rosa Parks. Je ne m'abaisse que pour refaire mes lacets. Du talent authentique, ouais j'en ai assez. Et je reste focus, pas besoin de bonus pour faire péter ce putain de score. Et je pourrais rapper encore non-stop, toutes mes OGs ont le majeur. Hop, les soucis savent nager, l'alcool ne peut pas les noyer. Malheureusement les plus grosses ordures se trouvent pas au fond d'une poubelle. Nanana, style validé, je suis la bête, mon rap la belle. Hey, même si le lion est dead, y'aura pas de rat en tête. Même si le lion est dead, y'aura pas de rat en tête. Même si le lion est dead, y'aura pas de rat en tête. No, un chef reste chef. Oh, un chef reste chef. No, un chef reste chef. No, un chef reste chef. Y. Bonsoir, alors vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3. C'était Chef de Yelcha. Donc on est toujours les féministes révolutionnaires pour une émission spéciale 8 mars. Et on parle de la grève féministe avec Tamara, militante de la grève suisse, et Elsa de la commission femmes de Solidaire Paris Île-de-France. Et donc toi Elsa, tu fais partie de la commission femmes du syndicat Solidaire Paris Île-de-France. Est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons cette commission s'est formée et quel est son but, s'il te plaît ? L'Union syndicale solidaire, en fait, a une commission féministe depuis les débuts. En Île-de-France, nous, elle s'est créée il y a 3 ans. Alors, c'est marrant parce que Tamara parlait des retraites. Et ben, en fait, c'est en fin 2019, suite aux grandes grèves contre la réforme des retraites, que la commission a été créée. C'était clairement une réforme défavorable aux femmes. On a été nombreuses à se retrouver en manifestation. On a pu rediscuter de pas mal de sujets concernant les femmes et le travail. Et il faut dire que la politique de Macron n'était pas non plus très favorable. Donc on a créé cette commission Paris-Île-de-France il y a 3 ans. Et le but est effectivement de défendre les revendications de Solidaire au niveau d'Île-de-France. Et donc justement, est-ce que tu peux nous parler de lutte féministe que vous menez sur les lieux de travail ? Alors, en préambule, je vais quand même redire que Solidaire est un syndicat de lutte et de transformation sociale. Donc, en fait, quand on travaille pour le droit des travailleuses et des travailleurs, on pense d'abord au changement de la société et on défend un certain nombre de choses. Spécifiquement, sur nos lieux de travail, en fait, on a quand même des questions autour de l'égalité professionnelle. Les femmes en France sont toujours payées 25% moins cher, les salaires sont 25% moindres que celles des hommes. Ça s'explique beaucoup par le plafond de verre, par le fait que les situations familiales des femmes ne sont pas prises en compte dans la progression. Et puis aussi, surtout, il y a la lutte contre la précarité des femmes, des temps partiels subis, les métiers féminisés qui sont moins bien payés, notamment les métiers du care. On peut aussi parler des luttes contre les violences sexistes et sexuelles, qui ne sont quand même pas anodines sur le lieu de travail. Alors, il y a des outils juridiques à notre disposition. La loi de 2012 qui condamne au tribunal pénal le harcèlement sexuel. La loi de 2015 qui sanctionne les agissements sexistes au travail et le harcèlement moral. Et donc, du coup, pour nous, sur nos lieux de travail, les équipes syndicales, les représentants et représentantes du personnel travaillent au quotidien sur ces questions-là grâce aux dispositions légales. Et bien entendu, les employeurs ont des obligations de résultats en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Donc c'est un vrai enjeu pour nous sur les questions de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Alors on va au prud'homme, on va à l'inspection du travail, mais il faut quand même se le dire, c'est que ça ne suffit pas. Et il y a nécessité de s'organiser collectivement pour faire avancer nos droits, et dans la rue notamment. Donc c'est aussi comme ça qu'on travaille sur nos lieux de travail.
Merci. Et historiquement, ce sont les syndicats qui portent les mouvements de grève. Par exemple, ce sont eux qui déposent les préavis de grève, qui conseillent les grévistes, qui structurent la mobilisation. Or, il y a souvent eu des tensions entre mouvements féministes et syndicats. Par exemple, les mouvements féministes sont souvent et sont toujours parfois considérés comme déviant les travailleuses de la lutte des classes. Et aujourd'hui, la grève féministe, elle n'est toujours pas considérée comme une grève comme les autres aux yeux des syndicats, c'est-à-dire méritant tout leur soutien et tout leur investissement. Toi, Elsa, est-ce que c'est encore difficile, selon toi, de lier lutte féministe et lutte syndicale ? À titre personnel, je pense pas du tout. Au contraire, ça a tout son sens. Enfin, on est un certain nombre de syndicats progressistes en fait à se défendre et à être féministes aujourd'hui. Le 8 mars, elle est dans le calendrier de tous les syndicats en fait. Donc c'est quelque chose qui est inscrit aujourd'hui. C'est devenu une date incontournable pour nos organisations. La difficulté est moindre pour nous en tant que syndicat de transformation sociale, puisqu'effectivement la lutte contre le patriarcat est un peu la base de notre travail, donc on ne remettra jamais en cause la prise en compte de l'ensemble des droits, des femmes. Et ça reste compliqué, c'est clair, parce que aujourd'hui, par exemple, il y a quand même beaucoup de droits de travailleurs et de travailleuses qui sont mis à mal. Il y a beaucoup de choses, donc il faut que ça s'inscrive aussi dans des luttes antiracistes, les luttes pour l'augmentation des salaires, contre la précarité, pour le climat. Enfin, en tout cas, à noter que dans les 2 prochaines semaines, on a 4 mobilisations importantes, dont le 8 mars. Mais clairement, ça avance. Je pense que ça n'a rien à voir avec avant. Et de fait, c'est accepté dans tous les syndicats que les femmes, enfin que les luttes féministes sont complètement intégrées à notre travail. Et donc la culture de la grève est plus forte en France qu'en Suisse. Et les syndicats y jouent un rôle central. Et Tamara, du coup, comment pense... Elsa, pardon. Donc c'est Elsa, comment penses-tu qu'il pourrait appuyer concrètement la grève féministe en France et quel rôle pourrait-il jouer ? Alors, concernant la grève féministe, en fait, je pense que les syndicats, je pense à la CGT, la FSU et Solidaire et la CNT par ailleurs, qui ont signé l'appel collectif de la grève féministe avec les associations. Donc on disait qu'il y avait des difficultés avec les associations, mais de moins en moins quand même, on a réussi à faire un appel unitaire sur des questions sur l'égalité professionnelle, mais aussi contre les violences sexistes et sexuelles, pour une meilleure répartition des tâches, pour les femmes, pour le droit des femmes sans papier. Donc on a quand même avancé pas mal là-dessus. Donc on soutient la grève féministe de façon continue. Après, je pense que la difficulté, c'est une grève féministe. Enfin, déjà, la grève, en France, on fait souvent la grève, mais pas tant que ça, finalement. C'est un outil qui a perdu un peu de sa grandeur. Il y a moins de personnes qui font grève. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, faire la grève contre ce patron, c'est plus facile à comprendre que faire de la grève contre un système d'oppression. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de ça. Et par ailleurs, faire la grève, ça veut dire perdre une journée de salaire. Donc comment on travaille avec des femmes qui sont déjà dans une situation de grande précarité, qui doivent s'occuper de leurs enfants, et il faut le rendre explicable en fait, pourquoi on fait grève, et les revendications ne sont pas toujours assez terre à terre. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la grève féministe, elle est aussi sectorielle. Il y a quand même de nombreuses grèves qui ont eu lieu ces derniers temps, portées par des femmes. Je pense aux femmes de ménage de l'hôtel Ibis qui ont fait une grève incroyable pendant, je crois que c'était plus d'un an. Je pense aux travailleuses de Honnête qui travaillaient les gares, enfin qui nettoyaient les gares. Et la grève des AESH, donc les aides aux enfants handicapés dans les écoles. Donc la grève féministe, en fait, je pense qu'elle peut être aussi sectorielle. Et sur la construction du 8 mars, la place des syndicats, en fait, elle est à réfléchir. Plutôt de se dire, on est un appui en fait
aux personnes et aux femmes en particulier, et qu'est-ce qu'on propose en fait matériellement pour que les femmes puissent se sentir autorisées aussi à aller manifester. Et par exemple, nous à Solidaire cette année, pour la première fois, on va proposer une AG en non-mixité avant le départ à la manif, qui nous semble quelque chose d'important pour qu'on puisse discuter de sujets comme notre corps, quels sont nos droits, mais aussi l'égalité professionnelle, la précarité ou encore la lutte antifasciste, qui nous semblent des choses importantes pour nous. Et est-ce que le sexisme, c'est quelque chose contre lequel vous luttez dans le milieu militant et syndical ? Et comment ? Alors oui, je pense que ce serait mentir de dire que le milieu militant est exempt C'est clair. du sexisme. Après, je trouve que ça s'est vraiment beaucoup amélioré ces dernières années. Il y a plein de choses qui se sont mises en place, en fait. Donc, le syndicat, c'est un outil par ailleurs. Donc, il y a beaucoup de formations qui sont mises en place sur les stéréotypes hommes-femmes, sur comment lutter contre les violences sexistes et sexuelles au sein de son syndicat. De plus en plus, et c'est vrai dans tous les milieux militants, on met en place des procédures d'alerte quand il y a des agissements sexistes ou des violences sexuelles, ou pour écarter les personnes concernées. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui bien intégré. Et après, il y a une forte attention à ce que on ne reproduise pas ce qui se passe chez nos patrons, et donc d'avoir une vision genrée en fait des tâches. Donc sur nos instances, on fait bien attention à ce que ça soit paritaire. Et sur des choses aussi simples, par exemple chez nous, notre service d'ordre, en fait, il est paritaire, en fait, et c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, et de se dire, en fait, la sécurité de nos cortèges ne repose pas que sur des hommes qui sont forts, parce qu'en fait, c'est pas ça la sécurité d'un cortège. On a par ailleurs fait une formation il y a 3 semaines maintenant, qui était une formation du service d'ordre en non-mixité, ce qui nous a permis de discuter de comment nous on se sent en manif en tant que femmes, de se dire voilà notre place dans un cortège, et on a eu aussi quelques petites notions d'autodéfense féministe qui ne sont pas négligeables. Merci, donc on va faire une pause musicale et on vous retrouve juste après pour continuer à parler de la grève féministe. Y'a pas de raison de douter de toi. Moi je suis pas inquiète de ça. Je sais qu'au fond tu me reçois. Pas moyen que je doute de ça. Ça ne m'inspire plus rien. Voyage seul ferait tout. Ils voudront tous me voir demain. Ouais. Ça ne m'inspire plus rien. Voyage seul ferait tout. Ils voudront tous me voir demain. Dès que je leur dis que ça me gonfle, c'est pire. Fuck moi j'ai pas les réponses. Faut que j'apprenne à leur mentir. Je suis juste une enfant du sud. Quelconque, j'ai pas besoin que tu me rassures. J'essaye même pas de m'inclure. Je suis plus sûre de rien depuis que je fais des tours dans ma belle voiture rouge grenadine. L'influence de mes problèmes et mes angoisses ne passe pas ma place de parking. Je donne le meilleur de moi-même depuis que je suis sur la ligne. J'ai pas le choix, je m'applique. Je rends tout dramatique, mais aucune raison de me haïr. J'dis pas c'est facile. Moi j'ai vu les failles. J'suis devenue une cible. J'fais gaffe aux détails. J'dis pas c'est facile. Y'a rien qui m'attire. J'suis la négative, je mérite pas la médaille. Assez de donner l'oreille. Gagner c'est optionnel. J'ai perdu mon modèle. Trop tard, trop tard, trop tard. Y'a pas de raison de douter de toi. Moi je suis pas inquiète de ça. Je sais qu'au fond tu me reçois. Pas moyen que je doute de ça. Ça ne m'inspire plus rien. Voyage seul ferait tout. Ils voudront tous me voir demain. Ouais.
C'était Grenadine de Ziné. Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les féministes révolutionnaires pour notre émission spéciale 8 mars. On parle de la grève féministe avec Tamara, militante de la grève suisse, et Elsa de la commission femmes de Solidaire Paris-Île-de-France. Et donc Tamara, on se demandait, vous avez fait quoi le 14 juin, le jour J? On a fait plein de choses, mais si je me permets, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'a dit camarade Elsa. Moi, je trouve incroyable que vous avez quand même parvenu aujourd'hui en France à avoir un appel unitaire des syndicats, des centrales syndicales qui ont déposé un préavis de grève. Je crois que c'est le cas aussi en Belgique, si j'ai bien suivi. C'est incroyable. Pour vous dire que nous, alors, on était 1,5 million de personnes dans les rues. C'était le plus grand mouvement social qui ait jamais existé dans ce pays. Et je peux vous dire que aujourd'hui, moi-même, aujourd'hui, je travaille dans un syndicat aussi. Voilà, suite à cette grève, d'un coup, les centrales se sont dit, bon, engageons des féministes, mais disons, il faut quand même se battre. Hein. Je peux pas dire que c'est forcément inscrit d'emblée dans les agendas et que les syndicats sont quand même encore aujourd'hui des lieux très masculins. Et que c'est pas évident, mais voilà, en tout cas, moi, je félicite, je suis contente, et puis je vais vraiment suivre, en fait, de près votre grève, le 8 mars. Et par rapport à la question que tu me poses, pour le 14 juin, bon, on a fait vraiment plein de choses, en fait. Cette journée, en fait, nous, ce qu'on avait fait à Lausanne, en tout cas, et puis dans certaines autres villes, c'est déjà de lancer, on a fait un coup d'envoi de la grève, un coup de lancement le minuit, donc à 13 juin. On a fait un mini rassemblement, manif, enfin voilà, rien que là, il y avait 1000 personnes comme ça, c'était énorme. Et en fait, après, le lendemain, on avait partout des rassemblements, des pique-niques, des discussions collectives, des prises de parole, des cours de défense, autodéfense féministe. Enfin, c'était vraiment, en fait, à chaque échelle, en gros, dans des écoles, dans les universités, parfois, où c'était possible, sur les lieux de travail, en fait, il y avait des stands, des femmes qui discutaient. Vraiment, l'idée, c'était en fait on était partout, quoi. En fait, on avait vraiment un programme. Voilà, à 8h, on fait ça, genre un petit déjeuner Action-Ville. À 10h, on fait un flash mob, rendez-vous à la gare, on bloque la gare. Et puis, il y avait tout un choral, en fait, aussi, qui s'est créé. Après, on lisait l'appel à la grève, en partageant un repas solidaire, en faisant des ateliers, des animations, musique. Après, ce qu'on a fait à l'après-midi, c'était à 15h24 notamment, on a fait un rassemblement central. 15h24 signifie aussi, en fait, on a calculé en fait que c'était sur une journée de travail de 8 heures. C'est à partir de 15h24 que les femmes en fait ne sont plus payées par rapport à 20% d'inégalité salariale, d'écart salarial en Suisse entre femmes et hommes. Donc on a fait des prises de parole, etc. Et puis en fin de journée, manifestation. Et le soir, on a fait une fête officielle de la grève féministe avec des food trucks. Enfin voilà, c'était plein de choses comme ça. De l'aspect visible, évidemment, dans la rue. L'aspect moins visible, mais après, ça a été quand même suivi par les médias, c'est les personnes qui ont réussi à faire la grève, en fait, s'organiser sur leur lieu de travail et leur lieu de formation. Celles qui ont pu faire la grève sur le lieu de travail, elles l'ont fait, elles ont organisé là-bas des pauses prolongées, des débrayages, mais c'était beaucoup dans le secteur public en fait. Et puis par exemple dans les lieux d'école, d'études quoi, les camarades ont réussi en fait au niveau national de dire comme c'est en fait c'est des périodes d'examen en fait en juin, en l'été. En fait ce jour-là en fait tous les examens ont été annulés. Donc c'était quelque chose qui a été porté au niveau national et ce jour-là il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas des cours, des séminaires quoi. Du coup les auditoires à l'Uni ont été occupés aussi. Il y avait des discussions, ateliers, pancartes, etc. Et ce qui a permis aussi du coup aux enseignantes, pas qu'à l'Uni mais aussi dans des écoles primaire ou comme ça, gymnase, lycée, de aussi prendre congé et puis du coup prendre congé, faire grève, c'est pas évident. Mais voilà, et puis après c'est sûr que dans le secteur privé, faire grève c'est pas facile évidemment. Pour une vendeuse qui est en Suisse, on a très peu de protection contre les licenciements, c'est pas du tout comme en France. Vraiment, on se licencie en fait en Suisse, il y a une liberté de licenciement pour tout et rien. Il suffit d'évoquer motif économique et puis voilà, ça y est. Tant que le préavis, en fait, le délai de congé est respecté, tout le monde peut être licencié. Donc c'est sûr que dans la vente ou dans les endroits comme ça précarisés, c'est compliqué de faire grève.
Et en plus, il y a des conditions aussi pour faire grève. C'est pas juste comme ça tout seul. Il faut être représenté par un syndicat, être proportionnel. Et puis, si tu fais la grève sur ton lieu de travail seulement une fois quand les négociations ont échoué au préalable avec l'employeur. Donc, en gros, il faut lui dire, bon, voilà, ma revendication, c'est ça. Lui, il doit dire non. Et puis, seulement après, si tu as encore un syndicat qui te représente, et si vous êtes plusieurs, bah là, c'est possible de faire grève. Donc, bref, donc déjà là, rien que ça, c'est assez limitant pour les personnes. Mais disons que rien que des fois, pour les vendeuses, d'avoir porté un pin, un badge, en fait, violet, avec le logo féministe, de la grève féministe, bah, ou porter un foulard violet, ou porter un signe distinctif, bah, voilà, rien que ça, c'était en fait énorme. C'était un signe de protestation, dire, bah voilà, c'est vrai qu'on est sur nos lieux de travail, mais on est solidaires. Après, nous, on avait fait aussi la grève de différentes façons. Donc, au-delà de cette grève économique, on disait aussi peut-être faire grève sur nos lieux de consommation, ne pas acheter ce jour-là dans les magasins, ne pas prendre des rendez-vous chez coiffeurs, coiffeuses, dentistes, que sais-je, pas de resto, pas de café. L'idée, c'est aussi de dire, en Suisse, c'est tellement compliqué de faire grève sur le lieu de travail que alors, bah, si les travailleurs ne peuvent pas la faire, au moins essayons de leur rendre moins de boulot, quoi, de ne pas se rendre dans les magasins ou dans les services pour qu'elles puissent reposer, entre guillemets, ou limite tout ce qui est administratif, ne pas s'arrêter un moment, zapper un peu le boulot administratif. Et puis après, il y avait aussi la grève sur nos lieux de vie. Comment la faire? Bah, typiquement, c'est des tâches domestiques qui sont encore et beaucoup tâches domestiques, tâches de soins à la charge des femmes, et dire, bah voilà, c'est pas aux femmes de préparer ces jours-là quoi que ce soit à la maison. Alors c'est sûr que c'est une journée et puis il faudrait les répliquer, mais c'est un peu ça l'idée. Et typiquement aussi tout ce qui était la garde d'enfants comme ça, on a aussi appelé à l'aide des hommes solidaires, ceux qui sont dans la profession des éducateurs ou comme ça. C'est eux qui ont gardé ces jours-là aussi les enfants pour que en fait les femmes, les travailleuses puissent prendre part à la manifestation. Donc voilà, ça c'est un peu le tour d'horizon de tout ce qu'on avait fait le 14 juin, mais disons que même aujourd'hui, 3 ans, 4 ans après, on est en train de reconstituer tout ça. On apprend que dans un tel et tel village, il s'est passé ça et c'est énorme. C'était vraiment la mémoire collective, quoi. Bah ouais, en effet, comme tu dis, c'est pas toujours facile de faire la grève pour plein de raisons différentes qui nécessitent de penser un peu à des alternatives, à d'autres choses. C'est aussi l'occasion d'expérimenter. Et bah, du coup, Elsa, est-ce que tu peux nous dire, en France, vu que le 8 mars approche, déjà d'une part, comment on fait pour faire grève ce 8 mars? Et aussi, si on peut pas faire grève, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors techniquement, normalement, légalement, tout le monde peut faire grève. Comme le disait justement Tamara, en fait, la chance qu'on a, c'est que c'est plus facile de déposer des préavis de grève en France. Et aujourd'hui, les intersyndicales CGT et FSU Solidaires ont déposé un préavis de grève pour la fonction publique, qui protège toutes les personnes qui travaillent dans le service public, et un préavis de grève pour le secteur privé, qui par ailleurs, normalement, on peut faire la grève dans le secteur privé à la dernière minute sans souci, ça devrait pas être problématique. L'enjeu plutôt aujourd'hui, quand de faire grève, c'est que où on est tout seul, toute seule dans son entreprise, et c'est pas forcément simple de dire à son patron, on dit mais je vais faire grève. Donc nous on invite les femmes à s'appuyer en fait sur l'appel unitaire et sur les communiqués en disant en fait c'est un droit, et deux voilà, c'est ça que je revendique, et c'est intéressant, et de le faire collectivement. Moi je sais qu'il y a c'était à un autre moment, mais on avait fait il y a 3 ans un rassemblement à 15h40. Moi, dans mon entreprise, en fait, j'avais invité les collègues femmes à me rejoindre. Il y avait 60 femmes, on était 19 à s'être levées, à avoir débrayé et d'être sorties. Et sur les 19, il y en avait 15 qui n'avaient jamais fait grève de leur vie. Donc du coup, il y a des choses un peu comme ça. La sororité, c'est quand même un truc important. En tout cas, rappeler que à quelques exceptions près, toutes les femmes sont protégées par les préavis de grève qui sont déposés par les syndicats, qu'elles peuvent faire grève, et qu'on les invite à les faire plus collectivement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de le faire toute seule. Et il y a plusieurs manifestations qui sont organisées partout en France. Là, on est à Paris-Île-de-France, et je pense que la manifestation qui part de Gare du Nord va être vraiment très très chouette, et que ce serait dommage que vous la ratiez. Je m'excuse juste d'intervenir. Je ne sais pas si j'ose poser une petite question à Elsa. Vas-y. Oui, c'était par rapport à Elsa, tu disais avant, justement, voilà, c'est très compliqué aussi pour les femmes
précarisés à faire grève parce qu'évidemment c'est une perte de salaire et puis effectivement, mais je me demandais du coup là typiquement ça se passe comment parce que chez nous quand même et puis je sais qu'on a discuté beaucoup de ça aussi avec les grévistes de Télébis Batignolles qui sont venus 1000 fois en Suisse et encore il y a 2 semaines à Genève et c'était génial et on les adore, mais il y avait toute cette histoire de caisse de grève en fait. Est-ce que vous du coup la CGT, Solidaire, FSE, il y a en fait une caisse pour ces personnes-là et peut-être pour d'autres, est-ce que vous pourrez lancer une cagnotte publique ou voilà, c'est sûr que chez nous on paye en fait, on indemnise et c'est ça aussi qui permet aux gens de faire grève, mais disons que c'est pas aussi simple qu'en France, il suffit pas juste de faire à la dernière minute, mais disons que voilà, au moins il y a ça en fait, il y a ces caisses de grève et puis on les indemnise et je me demandais comment ça se passe chez vous là pour le 8 mars. C'est plus compliqué que ça en fait, aujourd'hui c'est pas prévu et en fait il faut qu'on apprenne de vous parce que nous on prépare toujours un peu plus tard. Et il y a effectivement ces questions matérielles en fait qu'on n'a pas aujourd'hui gérées. Et c'est pour ça, enfin, on sait très facilement organiser des cagnottes, des caisses de grève pour les mobilisations sectorielles. Pour le 8 mars, en fait, on n'est pas encore très au clair là-dessus. Après, chez nous, à Solidaire, les camarades du nettoyage nous ont dit qu'elles seront nombreuses à venir et qu'elles étaient prêtes, que ça avait du sens pour elles. Donc voilà, mais tu as raison, en fait, il y a toute cette partie matérielle, en fait, on n'est pas encore tout à fait prête. Pour nous, on est arrivé au stade où un appel unitaire avec autant d'assos et les syndicats, c'est dingue. Et puis après, il faut qu'on travaille étape par étape. Et peut-être c'est ce que... par exemple, à Toulouse, elles ont travaillé depuis 2012 en fait sur la grève féministe. Elles ont commencé à 600 et aujourd'hui elles sont l'année dernière elles étaient près de 8000 et c'est un travail de longue haleine et que nous on a commencé un peu tardivement, mais c'est des choses sur lesquelles on doit travailler effectivement. En tout cas, génial quoi, vraiment bon courage quoi, c'est hyper bien ce que vous faites et bref, moi j'en suis hyper enthousiaste et vive les grèves féministes quoi. Et je voulais juste rajouter qu'en tant que mouvement féministe et syndicat, on va y travailler pour la grève de 2023 et on commence dès maintenant, dès le 9 mars, à préparer celle de l'an prochain justement pour permettre ça. On va maintenant devoir conclure cette émission. On vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, les féministes révolutionnaires ainsi que la coordination féministe nationale pour savoir ce qui se passe dans vos villes le 8 mars. Donc en Île-de-France, on sera dans la rue le 7 mars au départ d'Opéra pour se réapproprier l'espace public et lancer les 24 heures de grève. On sera aussi dans la rue le 8 mars au départ de la gare du Nord. Rejoignez-nous. Et merci beaucoup Tamara et Elsa, ainsi qu'à Ludo à la technique. On vous laisse avec Brume de Anna Bleu. À bientôt sur Radio FPP et vive la grève. Merci à vous, à bientôt.